En muscu, tu apprends à prendre soin de ton corps. En prenant soin de ton corps, forcément, tu prends soin de ton esprit. Tout ça, ça a une répercussion sur ton humeur, sur ta productivité. Quand j'étais jeune, j'étais vraiment timide. J'avais du mal à aller acheter une baguette de pain à la boulangerie. Tu vois, c'était dur dur de m'adresser à des inconnus. Je pense que c'est valable pour beaucoup d'entrepreneurs. On fait beaucoup de choses tout seul au début, donc on charbonne de fou. Ce qui est ok parce que c'est un truc qui nous passionne. Donc il n'y a pas de problème, mais parfois on se rend même pas compte qu'on travaille beaucoup. Et du coup, effectivement, au niveau vie sociale, c'est compliqué. J'ai dû mettre 5-6 ans avant de, trouver l'équilibre. Quand c'est le moment où tu dis, attends, mais là, il se passe un truc sur Internet, là, pourquoi pas envisager quelque chose professionnellement avec ce qui est en train de se passer, là? Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode du podcast JVY. Pour ceux qui le connaissent pas, l'objectif, c'est de vous faire découvrir des personnalités plus ou moins médiatisées, mais qui, je trouve, par leur parcours, par leur vision des choses, ont un message, quelque chose à apporter, qui fait que je me dis, prends le micro et lance un épisode parce que on peut en retirer des choses. Aujourd'hui, je suis très content parce que je suis avec Nassim Saïdi. Nassim, c'est quelqu'un que vous connaissez peut-être par YouTube parce qu'il a passé le cap du 1 million d'abonnés et ça se félicite déjà. Mais en dehors de ça, Nassim, il fait plein d'autres choses et je vous en dis pas trop parce qu'on va parler de tout ça tout au long du podcast. Et en plus, Nassim, d'ailleurs, il a aussi un podcast, lui, qui s'appelle Là, on discute, où il va parler à des experts, avec des personnes par leur parcours aussi, parfois qui ont des choses intéressantes à partager. Et il a cette dimension aussi de assez développement personnel, même s'il y a toujours une connotation un peu négative quand on dit ça, alors qu'au final, c'est une très belle initiative, mais qui fait que je me dis, franchement, ça a du sens de l'inviter. Donc Nassim, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Comment tu vas déjà? Ça va très bien. Et ça veut dire quoi JVY? En fait, JVY, alors pour la faire en très court, en plus j'en parle pas trop de ça assez naturellement, j'en ai pas très souvent parlé. Mais en gros, si tu veux, quand j'étais en terminale, j'étais en terminale S, élève qui a aucun talent dans le domaine scientifique, mais qui je crois se dit, on dit que ça ouvre les portes de tous les secteurs, etc. Je savais pas trop ce que je voulais faire. Et du coup, terminale S, en grande difficulté, toujours le dernier globalement, alors que je bossais. C'est-à-dire que terminale, je commençais à me dire, oula, là, il faut que tu bosses. Pour autant, il n'y avait pas les résultats qui suivaient. Et d'ailleurs, j'ai un exemple très concret, c'est que à un moment, j'avais des vacances scolaires pendant 2 semaines. Je me suis dit, bon, t'es nul en physique-chimie. Focus-toi toutes les vacances physique-chimie. Comme ça, tu te rassures un peu. Ouais, misère. Donc, c'était bac blanc. Donc, c'était bac blanc, là, à ce moment-là. Tu sais, c'était en période décembre, je pense. J'arrive, je fais l'épreuve de physique-chimie. J'ai 1,5. Et j'ai laissé tout le reste de côté. Ah ouais, dur. Tu vois donc JVY, pourquoi? Parce que au fur et à mesure de l'année, je voyais que je prenais des tollés. Et en fait, à un moment, je me disais, je vais y arriver. Je me persuadais. Et en fait, JVYA, je trouvais ça pas beau. C'était un acronyme un peu. Et donc, en fait, sur mes fiches, sur mes contrôles, mes copies doubles, j'écrivais en tout petit JVY. C'était un peu un truc de me dire, bon, là, tu sais que tu vas prendre une tollée, mais garde le cap. C'était un peu un moyen de garder le cap. Donc, pendant des années, je l'avais sur un bracelet. C'était un truc qui était très perso. Et puis, à un moment, je cherchais un nom de podcast. Je creusais, je me disais podcast, quelque chose, etc. Et après, je me suis dit, ça a été un fil rouge de toute ta vie de galère un peu scolaire. Donc, tu le mets dedans. Donc, je le mets dedans. Mais pour autant, vu que c'est des lettres qui se défilent plutôt bien, le CJV, ça fait presque une phrase. Je me suis dit, bon... mais l'acronyme en lui-même, il veut rien dire pour l'instant. Mais l'acronyme, c'est le je vais y arriver sans le A que j'ai enlevé, si tu veux, au fur et à mesure, quoi. Ah, si, c'est pas mal. Voilà, donc il y a une petite histoire derrière aussi. En tout cas, merci beaucoup. Comment tu vas déjà pour commencer? Ça va très bien. Je sais qu'en plus, tu sors du Covid, non? T'as eu un peu des... Ah, petit Covid, ouais. Mais ça va, je suis... T'as eu des symptômes... Je suis d'attaque. Je me suis fait éclater, mais bon. Ouais? Symptômes... Une petite semaine KO, mais là, ça va bien. Ouais, donc, je voyais un peu les stories, je me disais, mais il va être vachement en forme, Nassim. Non, si, là, je suis en forme. Et ça change de d'habitude où c'est moi l'animateur de podcast. Ouais. Donc, j'attends impatiemment ce que tu vas pouvoir nous dire aujourd'hui. Écoute, déjà, moi, ce qui m'intéresse toujours, et au final, je parlais un peu de ma période de collège-lycée qui, au final, a été hyper importante sur la suite. J'étais pareil en terminale S. C'est vrai? La même. Ah ouais? Exactement la même. Ok. Dernier de la classe, mais c'était plus par insolence que par... Tu bossais pas trop Non, j'en avais marre, ça me faisait chier. Et pareil, moi, j'ai plus un profil artistique, mais je suis allé en scientifique parce que discours, ça ouvre des portes. Même truc que moi. Mais je me faisais chier en fait et j'avais pas envie de travailler. T'avais pas de sens. Donc j'ai juste bossé 2 mois avant le bac et j'ai eu mon bac. Et après, c'est ciao, hein, comme dirait l'autre. Comment ça se passe du coup ta période collège-lycée? Donc tu m'en parles un peu scolairement et même personnellement. Là, tu me disais que tu avais un intérêt pour l'art. Qu'est-ce que tu retiens de cette première phase, on va dire, de ta jeunesse? Collège-lycée? Ouais. Collège, j'étais une tête
sur la première partie du collège, genre 6e, 5e, 4e. Attends, 6e, 5e, 4e, et après descente aux enfers. C'est vrai à ce moment-là? Non, c'est pas descente aux enfers, mais crise d'adolescence. Ouais. En mode, j'ai jamais eu trop de difficultés avec les cours. Je t'avoue que quelle que soit la matière, ça se passait bien. Okay. Ça s'est toujours bien passé depuis que je suis né jusqu'à à peu près en 4e. Et puis en 3e, le système scolaire, en fait, ça me saoulait. J'avais l'impression de m'ennuyer, de pas apprendre grand-chose. Ça n'avait pas de sens. Et surtout de l'apprendre pour rien. Donc j'ai fait le strict nécessaire en 3e. Et pareil pour les 3 autres années du lycée. Donc seconde, strict nécessaire. Première, moins que le strict nécessaire. Terminale, là, c'était... je m'en foutais. Tu faisais rien. Bah non, parce que ce qui déterminait mon futur, c'était juste l'obtention du bac. Ouais. C'était pas que je travaille au courant de l'année. Parce qu'il n'y avait pas de contrôle continu, il me semble, à l'époque. Maintenant, ça a dû changer. Ouais, je pense, ouais. T'es de quelle année, toi? 98. Ok, bon, moi, j'ai eu mon bac en 2005. Ouais. Donc, ça remonte. Après, moi, je suis juste avant la nouvelle réforme. Donc, ouais. Bah, moi, il n'y avait pas de contrôle continu. Donc, tout ça pour dire que si tu étais dernier de la classe, mais que tu avais ton bac, tu pouvais quand même aller à la fac. Donc, c'était mon calcul. C'était pas un très bon calcul, mais du coup, ça s'est passé comme ça. Et niveau caractère, j'étais plutôt timide. En fait, j'étais plutôt timide sur la première partie du collège. Ok. Et quand je te dis timide, c'est... j'étais un peu dans le groupe des geeks à jouer à Pokémon et Metal Gear Solid. Je vois le genre de groupe. On s'est changé nos cartouches Pokémon jaune, bleu et... Non, c'était quoi? Jaune, vert, rouge? Je sais pas, les toutes premières. Je peux te dire, ouais. Donc timide, mode, tu vois, je squattais les jeux vidéo, je parlais pas aux filles, j'étais bon à l'école, je faisais pas beaucoup de sport, voire même pas du tout. Et puis après, à partir de la 3e, ça a commencé à changer. Je me suis rebellé en fait, mais vraiment en mode crise d'adolescence. Mais j'étais pas chiant ou quoi que ce soit, je faisais rien de... je faisais pas de conneries, c'est juste que j'avais envie de... une petite rébellion. En fait, j'avais juste envie de défier le système scolaire, donc je me mettais à moins travailler. Mais j'étais toujours très respectueux avec mon entourage. Et il y a eu un déclenchement sport quand même, c'est-à-dire que jusqu'au lycée, parce que la plupart des gens te connaissent aujourd'hui pour ce secteur-là, est-ce que tu es le genre de gars qui quand même à partir du lycée a fait, tu sais, je connais le genre de personnes qui ont eu une double licence dans 2 clubs, dans 2 sports différents, qui ont fait une quinzaine de clubs pendant leur jeunesse. 0%. Toi, tu étais 0% sport. 0% sport. Au contraire, au lycée, c'est là que j'ai compris qu'on pouvait avoir des options facultatives pour le bac. Donc, je suis allé en scientifique, option art plastique. Ok. Donc, pas option sport. Hein. Donc, le sport, c'était 0%. Au collège, t'avais aucune attirance en dehors de pas en faire? Non, j'avais aucune attirance pour le sport. Vraiment, je voyais pas trop l'intérêt. Enfin, si, parce que je voyais quand même l'intérêt, mais ça me branchait pas. Moi, j'avais pas envie de me consacrer du temps pour le sport. Donc, j'en faisais pas. C'est fou ce virage, hein, quand même. Ouais, c'est fou ce virage. Je préférais dessiner, à l'époque, je me rappelle, en fin du collège et au lycée, j'étais à fond dans l'infographie, donc je faisais de la 3D sur mon ordi. Je passais des nuits à faire ça, et c'était vraiment le balbutiement de la conception 3D pour le grand public, entre guillemets. Donc j'avais mon petit logiciel, je faisais des voitures, des trucs comme ça, des paysages, etc. C'était mon activité favorite, pas le sport. Le sport, ça a été un peu plus tard. Ensuite, il y a donc période bac, tu l'as dit, tu avais besoin du bac pour la suite. Qu'est-ce qui se passe ensuite pour toi? Qu'est-ce que tu fais du coup, vu que tu n'étais pas intéressé sport, donc j'imagine que c'est pas ça. Dans quelle direction tu vas? Bah, fac d'art plastique. Attends. Finalement. Scientifique, option art plastique, je passe mon bac, je vais en art plastique. Ouais, ce qui est bien, c'est que c'est très cohérent, c'est-à-dire que tu fais scientifique pour au final te spécialiser. Moi, ma meilleure note au bac en S, c'était philosophie, tu vois. Ah ouais? Donc ça prouve qu'on était très bons dans nos choix, je pense. Ouais, je crois que c'était ma pire note. Hein. Ah ouais? J'ai eu 20 sur 20 en art plastique. Ah ouais? Donc quand même. C'était quoi que tu devais faire, tu te rappelles ou... De quoi? En art plastique, c'était quoi t'avais une épreuve? C'était une épreuve et la problématique, c'était présentation et représentation. Donc, il fallait se représenter et se présenter dans différents endroits et via différents médiums particuliers. Donc, j'avais fait de la peinture, de la sculpture, du dessin. Et il fallait le présenter dans des endroits... T'as un oral un peu... en fait, t'as toute une année d'examen. Là, pour le coup, en art plastique, il y avait contrôle continu. Et puis après, c'est des travaux que tu fais au cours de l'année et tu présentes tous tes travaux à un oral pour l'épreuve du bac. Donc bref, tout ça pour dire que je bascule en fac d'art plastique. Aucune attirance vers les autres filières. Vous savez, j'ai pas envie de faire un truc scientifique, j'ai pas envie de faire médecine ou quoi que ce soit. J'ai quand même hésité un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu avec psychologie, mais je suis allé en art plastique. Ça s'est super bien passé. 3 ans de licence à Saint-Étienne. Bon délire. Vraiment, j'étais dans mon élément. En plus, art plastique, il n'y avait pas trop de volume horaire, tu vois. On faisait pas grand-chose, pour te dire la vérité. On faisait beaucoup la fête, on dessinait, on faisait de la peinture, de la sculpture, le paradis. Et puis en plus, je retrouvais aussi, il y avait une option infographie, donc je faisais mes petites créations sur Photoshop, 3ds Max, etc.
Donc, trop bon souvenir. Je suis bien content d'avoir pris cette filière, même si les possibilités de boulot après une licence en art plastique, elles sont égales à 0. Okay. Enfin, tu as la possibilité de faire prof d'art plastique, de passer un CAPES ou une agrégation. Moi, j'ai fait aucun des deux. Je me suis arrêté à la licence, mais sans regret. Après, tu enchaînes sur un master en cinéma, c'est ça? Master en cinéma, grosse erreur. Ah ouais? Ouais, en fait, c'était un master cinéma et art du spectacle. J'avais oublié le art du spectacle, tu vois, mais il avait toute son importance dans la dénomination du master. Moi, je me suis dit, attends, on va filmer des trucs et tout, ça va être génial. On avait 0 pratique et c'était que de la théorie sur l'histoire du cinéma et les arts du spectacle, donc théâtre, danse, etc. Ok. C'est marrant parce qu'à ce moment-là, il y a pas vraiment... Bon, on va en parler à quel moment le sport arrive, mais tu me disais que tu étais le gars un peu sur Photoshop, un peu geek, plus jeune, etc. Ce qui aujourd'hui se rejoint un peu parce qu'il y a un côté très créatif avec YouTube. Tu me parles de cinéma, donc ça t'intéressait de filmer des choses, mais au final, c'est clairement ton activité. Et la partie psychologie, où aujourd'hui, tu as un podcast, donc il y a quand même une notion psychologique qui est importante quand on fait un podcast. Et en plus, c'est marrant que il y a plein de choses qui soient rejointes sans pour autant avoir trouvé la ligne directrice, tu vois. Mais c'est totalement hasard. Si ça se rejoint, c'est vraiment totalement hasard. Mais le hasard fait bien les choses. Et peut-être qu'en fin de compte, j'ai pris des choix qui ont fait que je me suis dirigé vers une chose plutôt qu'une autre. Par exemple, YouTube, tu vois, on pourrait associer ça à l'audio. Enfin, c'est de l'audiovisuel. C'est pas du cinéma, mais c'est de l'audiovisuel. Et peut-être que c'est mon attrait pour le cinéma et l'audiovisuel qui a fait que j'ai charbonné sur YouTube à un moment, même s'il n'y avait pas vraiment de perspective d'avenir là-dedans. Donc master en cinéma. Je me suis arrêté en début de 2e année et j'enchaîne avec un BPGEPS. Ouais, donc BPGEPS, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, tu es en cinéma? Parce que pour aller jusqu'à arrêter, déjà, j'imagine que ça ne te devait pas beaucoup te plaire, ça a dû être un argument, mais est-ce qu'au final, donc ton frère te fait découvrir le sport et tu t'y mets, notamment la musculation, est-ce que c'est le fait que tu as eu un intérêt si fort pour le sport d'un coup que tu dis bon, j'arrête tout, ou est-ce que c'est que tes études de toute façon te saoulaient, donc c'était le moment parfait pour partir de ce secteur-là? Tu vois, c'est quoi qui t'a motivé vraiment à changer? La logique, c'était j'ai passé 21 ans de ma vie à étudier. Maintenant, je veux pousser des haltères. Ah ouais, c'était ça La logique, c'était un peu ça. Non, mais c'était plutôt... j'ai commencé mon BPGEPS en 2009 et j'ai commencé la muscu en 2006. Okay. Donc, il y a eu 3 ans de muscu entre le début en muscu et la décision d'en faire mon métier. Et je me suis rendu compte en ces 3 ans que c'était cool d'être musclé. Et surtout que plus tôt je le ferais, mieux ce serait. Donc, je préférais accumuler des kilos de muscles dans ma vingtaine et... éventuellement reprendre des études si jamais j'ai envie de le faire, parce que c'est toujours possible à 35, 40. Ouais. D'ailleurs, en master en cinéma, il y avait beaucoup de gens qui avaient plus de 30, 35 ans. Ah oui, ok. Carrément, parce que tu vois, c'est des carrières artistiques, tu les commences un petit peu quand tu veux, tu les reprends quand tu veux. C'était un peu ça la logique, accumuler un max de muscles dans ma vingtaine, et si jamais ça me chauffe de reprendre les études de cinéma ou d'art en général, je pourrais le faire un peu plus tard. Donc c'était surtout ça. Mais tu vois, les choses sont bien synchronisées, parce qu'après 3 ans de muscu, en général, tu sais ou pas si tu vas continuer très longtemps. La plupart des gens, quand ils aiment pas la muscu, ils s'arrêtent avant les 3 ans ou tu vois, après dans ces eaux-là. Donc, but d'être coach, c'est quoi ton projet derrière ce BPGEPS? Au début, je voulais pas vraiment être coach. Au début, je voulais avoir ma salle de sport. C'était un kiff perso de me dire, j'ai ma salle de sport, c'est mes haltères, c'est mes machines. C'est drôle, c'est encore plus fort qu'être coach qui au final est ton métier. Une salle de sport, c'est presque une consécration de quelque chose et toi, c'était la salle de sport qui te... En fait, c'est pas que je voulais pas être coach, mais je voulais que mon activité, elle englobe tout, aussi bien l'aspect business et développement d'une entreprise que l'aspect suivi client. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand j'ai passé mon BPGEPS en 2009, les fitness parks, les basic fit et tout, ça n'existait pas. Donc, quand tu avais une salle de sport, en général, le gérant, il était aussi coach. Et il embauchait des coachs qui allaient s'occuper des clients sur le plateau muscu. Okay. Donc, tu vois, tout faisait un peu sens. C'était pas que je voulais pas faire coach, je voulais avoir plusieurs casquettes. Le coach qui s'occupe de ses clients, l'entrepreneur, le chef d'entreprise qui développe sa boîte, etc., etc. Donc, c'était plus cette logique-là. Mais je kiffais le coaching et dès que j'ai pu prendre des clients, j'ai adoré ça direct. Et avec cet intérêt pour le sport, il y a un moment où tu passes même à un autre niveau. Je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, mais en tout cas, il y a quelque chose que tu développes particulièrement. C'est que tu as eu une expérience en bodybuilding. Culturisme, c'est la même chose? Exactement la même chose. Alors, culturisme et bodybuilding, c'est la même chose. Ouais. Alors, de dire que j'ai une expérience dans le bodybuilding, c'est un peu un raccourci. C'était une catégorie bien spécifique qui s'appelle men's physique. C'était pas bodybuilding en mode t'es en slip huilé sur scène et tu fais des poses. Donc, c'était un peu différent. Parce que bodybuilding, je trouve ça hyper cool, mais c'était pas mon truc. J'avais pas envie de peser 140 kg de muscles. Moi, mon délire, c'était avoir un physique esthétique.
On a tous nos exemples, tu vois, de physique esthétique, mais moi, je voulais quelque chose qui fasse musclé, mais qui paraisse pas extraterrestre. Ouais. Et après... Est-ce que ton projet à ce moment-là, parce que même aujourd'hui, moi, j'avoue, j'arrive pas à réaliser, même dans cette discipline-là, si on englobe bodybuilding plus ta catégorie, est-ce qu'il y en a qui en vivent vraiment? Donc, ton but, c'est de te faire une expérience, du coup, développer ton corps pour une raison, un objectif. Ou est-ce que tu te dis, bah attends, il y a aussi des gens qui vivent de ce domaine-là, pourquoi pas me faire une expérience là sur les prochaines années? Non, le but, ça n'a jamais été d'en vivre. Okay. Parce que j'étais bien conscient dès le début que ça représentait vraiment une infime partie. Je suis même pas sûr qu'aujourd'hui, des bodybuilders vivent du bodybuilding. De la discipline. Ils vivent des partenariats, ils vivent des à côté de leur business, etc. Ça doit être une infime partie des pratiquants de muscu qui arrivent à en vivre. Donc non, moi c'était plutôt la logique de me faire une expérience, voir où je pouvais aller en termes de développement physique, développer aussi mon réseau parce que forcément, les compètes, ça fait des belles photos. Les belles photos, tu les utilises sur les réseaux. Ouais. Et tu vois, c'est un peu à cette période-là où je me suis dit, Facebook commençait à devenir populaire, Instagram vient d'être créé, je vais charbonner pour avoir un maximum de contenu et pouvoir convaincre les gens de me prendre en coach en fait. Globalement, aussi bien ta discipline, parce qu'au final, tu as fait des championnats de France, d'Europe, tu as quand même, sur 3 années particulièrement, été bien investi là-dedans. Comment ça se passe, aussi bien ta discipline que globalement le culturisme, comment ça se passe en termes de compétition? Est-ce que le système de notation, c'est uniquement sur le physique? Est-ce qu'ils prennent en compte des données même? Est-ce que c'est les pauses aussi qui comptent? Parce qu'on les voit souvent faire des pauses. Comment ça se passe? Il y a tout et rien qui compte. En fait, j'aimais bien prendre un exemple qui plaira pas à certaines personnes, mais pour moi, les compétitions de Metz Physique, c'est comme Miss France. Ok. Tu vois, c'est des jugements qui sont un peu faits à l'œil. Ouais, ok. Il y a effectivement, c'est subjectif. C'est 100% subjectif. Il y a effectivement des critères, surtout sur le bodybuilding. Bodybuilding, tu vois, tu as des poses où tu es noté sur les poses, etc. C'est plus encadré. Il y a presque de l'artistique, du coup. Non, il n'y a pas d'artistique parce que ça reste quand même très subjectif. Ok. Et en men's physique, c'est encore différent. Et c'est encore plus subjectif. Donc c'est pour ça que je comparais ça à Miss France, parce que ça me faisait un peu rire. Mais c'est un peu le cas, parce qu'on défilait sur scène, et il y avait des juges devant nous, et les juges étaient, bah toi j'aime bien ta gueule, toi j'aime pas ta gueule, toi t'es mon pote, toi je connais le coach qui te coach. Donc voilà comment ça se passe. Et peut-être qu'aujourd'hui ça a changé. Je suis un peu mauvaise langue, parce que ça fait tellement longtemps que ça existe, que maintenant c'est plus carré, plus cadré. Encore que. Mais quand je faisais des compètes 2013-2014, t'imagines bien que c'était encore un peu de l'impro. Ce qui donne lieu, du coup, désolé de te couper, ce qui donne lieu à beaucoup de frustration. Parce que quand tu te prépares pendant 3, 4, 5, 6 mois et tu arrives sur scène et tu sais pas comment c'est jugé, tu sais pas pourquoi lui il a gagné, pourquoi lui il a perdu, pourquoi lui il est deuxième, etc. Ça fait un peu chier. Je comprends. Ça fait un peu chier. Et du coup, ce que j'allais dire, c'est pourquoi t'arrêtes? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, est-ce que t'aspirais pas particulièrement à plus? Tu l'as dit, c'était aussi pour créer du réseau, etc. Est-ce que la discipline en elle-même, à un moment, ça t'a bloqué le côté subjectif? Qu'est-ce qui fait qu'au final, à un moment... Déjà, la flemme de la diète, en fait. Ouais. C'était très contraignant par rapport à, par exemple, aujourd'hui, comparativement, une préparation, en gros, pour ça, c'est... c'est le jour et la nuit. Là, aujourd'hui, je fais plus aucune diète qui est aussi stricte que pendant les compétitions. Là, c'est 100% strict, quoi. Il y a pas de... Pendant les compètes? Ouais. Ah ouais, pendant les compètes, c'est... je dirais pas que c'est un enfer, parce que je suis même pas allé, pour moi, au max du max. J'aurais pu encore me mettre la misère un petit peu plus longtemps. Mais ouais, aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Et donc, première raison, la flemme. On est en 2015, quand je fais ma dernière compète. J'ai quel âge en 2015? Je sais même plus. Je suis en 87. Ça me fait 28 ans, un truc comme ça. Ouais, okay. La flemme, tout simplement. Et j'ai moins le temps parce que j'ai mes entreprises. J'ai envie de les faire progresser. J'ai pas envie d'être une larve toute la journée parce que je mange 2000 calories par jour et qu'il faut passer 2h30 à la salle entre le cardio et la muscu. Et l'autre raison, c'est que quand j'ai commencé en 2011, les compétitions, elles étaient accessibles quand étaient naturelles. En 2015, ma dernière compète, j'avais 28 ans, 12 ans de musculation, 9 ans de musculation, et t'as des mecs, ils avaient 6-7 ans de moins que moi, probablement autant d'années de musculation en moins. On dirait que j'avais jamais fait de muscu à côté d'eux. Ah ouais. À cause des produits, évidemment. Donc, la flemme, quoi. Aujourd'hui, on te voit aussi, tu l'as dit, au final, la partie entrepreneuriat, c'est quelque chose qui, je pense, est dans ton ADN. Enfin, en tout cas, ça t'a très vite intéressé. Et d'ailleurs, dans ta démarche, quand tu dis au départ, avoir une salle de sport, etc., c'est aussi, entrepreneuriat, ça fait mot hyper sérieux, mais ça prouve que c'était quelque chose que tu avais, en tout cas, dans ton... Ouais, exactement. Quand tu es à cette période-là où tu as fait des études de cinéma, que finalement tu as arrêté. Après, tu te lances dans le sport, il y a un peu de bodybuilding, que tu as arrêté aussi.
j'ai l'impression aujourd'hui qu'il y a tellement une évolution, tu vois, qui a été assez progressive, tu vois. Comment tu as vécu cette période peut-être où tu lances le cinéma, que finalement tu arrêtes, que le bodybuilding un peu, mais finalement tu arrêtes. En plus, avec l'idée de commencer à faire des vidéos YouTube et des programmes d'entraînement en ligne qui étaient quand même assez nouveaux. Déjà qu'aujourd'hui, il y a encore des gens assez dubitatifs de ces milieux. Ça devait être un peu flou tout ça pour toi, YouTube. On ne pouvait pas imaginer qu'en 2024, ce soit une activité comme ça avec tellement de gens qui en vivent. C'était quoi à ce moment-là ton état d'esprit? Parce que c'était peut-être un peu flou pour toi, tu vois, d'avoir arrêté des choses et en même temps de lancer des activités où on ne sait pas trop l'avenir. Comment t'as vécu cette période un peu de transition Je vois tout à fait ce que tu veux dire, mais non. Pour moi, c'était pas flou. Okay. Il y avait une vision qui était précise. Parce que t'avais le sentiment que YouTube, ça allait prendre? Non, en fait, il n'y avait pas une vision précise sur vraiment les aspects, les détails et les spécificités de comment ça allait se passer. Il y avait une vision précise de la fin. Okay. Donc, quand j'arrête la fac de ciné, quand j'arrête les compétitions de bodybuilding, je me dis pas « Ah putain, c'est un échec parce que je voulais en faire mon métier, c'était un goal de vie, etc. » Je me dis « C'est bon, j'ai fait mon temps. » J'ai pris ce qu'il y avait à prendre, c'était cool pendant une période, maintenant on passe à la suite. Donc c'était vraiment pas, comment dire, ça m'a vraiment pas dérangé de me dire ok ça aurait pu, de côté. Ouais, ça aurait pu. J'aurais pu le vivre mal ou le vivre comme un échec ou de me dire putain qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Tu peux avoir le sentiment de reprendre de zéro presque. Non, jamais, ça n'a jamais été le cas. Au contraire, c'était plutôt avec beaucoup d'entrain et d'impatience de pouvoir me mettre au prochain truc. Et puis en plus, je sais pas si ça existe des gens qui se lancent dans un truc, qui arrivent dès le début à trouver exactement ce qui leur convient et surtout à anticiper ce qui peut se passer par la suite. Parce que pour le bodybuilding, tu vois, je pouvais pas anticiper que ça se transforme bien sûr. En une représentation de surhommes, tu vois, qui sont tous chargés. Je pouvais pas l'anticiper, ça. Et du coup, dans cette notion d'anticipation, je commençais à parler de YouTube. Quand tu commences à faire des vidéos, donc tu as fait 2012, mais un petit peu 2013 aussi, c'est en 2014 où vraiment tu te lances plus sérieusement, même si peut-être que c'était déjà sérieusement, mais en tout cas avec beaucoup plus de fréquence. Ok, non, ça je savais pas. Ouais, ouverture de la chaîne en 2012. Ouais. Quelques vidéos. Je crois que sur tout 2012, en fait, sur tout 2012, j'avais publié genre 3 ou 4 vidéos de ma préparation pour la compétition que j'avais fait en 2012. De ta catégorie. Et c'était pas des vidéos où je parlais, c'était des vidéos, regardez le cardio que j'ai fait aujourd'hui. Ok. Regardez la séance de muscu que j'ai fait. Ok. Ça serait un peu... En fait, on pourrait comparer ça à du vlog aujourd'hui, mais c'était vraiment... le premier vlog. Voilà, c'est ça. 2013, je crois que j'ai pas posté grand-chose, voire même rien du tout. Et effectivement, c'est en 2014 où je commence à faire des formats face caméra éducatifs dans le but de pouvoir en enchaîner un petit peu. Je te le disais tout à l'heure, quand tu as parlé de cinéma, tu as dit j'espère quand tu as fait ton master, il y avait la partie cinéma où tu as dit j'espère qu'on va filmer un peu des trucs. Quand tu te lances sur YouTube à cette période-là, justement, 2014, ça fait en gros 6 ans que YouTube est créé. Est-ce que tu es dans la démarche de te dire j'ai toujours eu un attrait pour ça, autant essayer en 2014, ou est-ce que tu dis attends, il y a quelque chose qui se passe vraiment sur YouTube, il faut que je fonce là-dedans parce que peut-être que toi tu étais dans quelle approche? Alors 0% le YouTube ça va devenir quelque chose. J'en avais aucune idée. C'était vraiment aucune idée. Mais par contre le truc c'est qu'à l'époque en 2014 j'avais un réflexe, j'avais un Canon tu vois qui ressemble au tien avec lequel tu filmes. J'avais un réflexe, je savais bien m'en servir parce qu'en fac d'art plastique, on avait des cours de photo et de vidéo. Ah ouais, d'accord. Donc j'avais appris tout ce qu'il y avait à apprendre. Je savais utiliser tous les réglages, je savais comment fonctionnaient mes objectifs, comment me placer face à la caméra, comment prendre le son. Ouais. Donc j'avais toute cette connaissance technique qui a fait que j'avais moins de difficultés à me projeter là-dedans. Pour moi, c'était hyper simple de poser une caméra devant moi, d'appuyer sur record et même de faire le montage après. Donc tu vois, au final, c'était pour le coup un coup de chance que ce soit une extension de ce que j'ai pu apprendre en fac d'art plastique. Donc le but, c'était vraiment de partager. Et puis c'était aussi, comment dire, une forme d'entraînement. J'étais convaincu et conscient qu'il allait me falloir des reps, tu vois, des répétitions, des séries de vidéos pour pouvoir m'améliorer. Et c'était le cas. J'ai dû en filmer, je pense, 5 ou 6 en avance, ce qui était énorme à l'époque, parce que dis-toi que quand tu publies une vidéo, tu sais même pas ce que ça va faire. C'est clair. Donc j'en ai filmé 5 ou 6 qui étaient très courtes, je pense qu'elles duraient entre 3 et 6 minutes, un truc comme ça. Ouais, ce qui correspond en plus à ce qu'on voyait à l'époque d'ailleurs. Ouais, voilà, presque, enfin pas de montage du tout, à part un logo en début de vidéo et puis des cuts. Une intro. Voilà, c'est ça. Une petite miniature que je faisais moi-même aussi. Et puis voilà comment ça a commencé. Mais vraiment sans aucune, sans aucune conviction que ça puisse devenir ce que c'est aujourd'hui. Parce que 2014, même si YouTube, ça faisait un
petit moment gros guillemets que ça existe. Bon, c'était très gaming et tout ça, en plus, je pense pas qu'il y avait beaucoup de contenu. Si tu tapes sur Google interface YouTube en 2014, tu vois à quoi ça ressemblait, tu te dis, c'était le siècle dernier. Ah oui, c'est clair. Donc, tu vois, non, c'était impossible de pré-shot ça. Et c'est quand, justement, que tu commences à pré-shot ce qui se passe? C'est-à-dire que tu as commencé à publier donc, des vidéos un peu tuto. Je pense que globalement, c'était principalement tuto que tu faisais à ce moment-là. Après, tu t'es lancé donc en 2016, 2 ans plus tard, dans des programmes d'entraînement en ligne, etc. Quand c'est le moment où tu dis, attends, mais là, ce que je faisais pour le partager aux gens, là, il se passe un truc sur Internet, là, peut-être que, pourquoi pas envisager quelque chose professionnellement avec ce qui est en train de se passer, là. C'est quand ce moment où tu dis, là, je tiens un truc, peut-être. Sur YouTube? Ouais. Mais je crois très, très tard, hein. Ah ouais? En fait, sur YouTube, j'ai jamais envisagé ça comme un métier à part entière. Parce que 2016, quand tu fais ton premier programme, par exemple, tu te dis, Internet, il y a quelque chose qui se passe, pourquoi pas quand même avoir un complément avec ça, tu vois, alors, un complément de YouTube. De revenu, / programme d'entraînement, tu vois. Alors, je l'ai dissocié les deux. Hein. Ouais, parce que YouTube, on va dire que c'est les revenus AdSense. Donc, ce que te paye Google grâce la aux publicité au début, en gros, exactement. Notamment. Ça, je l'ai jamais envisagé comme un métier. Okay. Jusqu'à très très tard. Et quand je te dis très très tard, c'est il y a 3 ou 4 ans en arrière. Ok. Assez tard. Mais c'est quand même ce qui a permis de développer aussi ta clientèle de programmes en ligne, non? Justement. Il y avait une connexion. C'est pour ça que au tout début de YouTube, on va dire de 2014 jusqu'à 2020, un truc comme ça, ou même peut-être 2021, YouTube, ça me servait exclusivement à développer ma base de clients pour plus vendre mes programmes. Ce qui marchait très très bien. C'est qu'assez tard où je me suis dit YouTube, ça pourrait être une entité indépendante, générer de revenus, non seulement avec AdSense, mais aussi les placements de produits éventuellement. Étant donné que je suis installé depuis assez longtemps pour que les gens puissent acheter mes programmes, que je fasse des vidéos YouTube ou pas. Donc il y a le moment où j'en ai fait vraiment un métier, il arrivait que très tard. Avant ça, je me considérais absolument pas comme YouTubeur. D'ailleurs, je le disais bien sur ma chaîne YouTube. Je suis pas YouTubeur. Moi, je suis coach, je vends des programmes. Donc, achetez mes programmes déjà. Et puis abonnez-vous aussi. Commencez par faire. Donc, franchement, je me rappelle même pas si je gagnais des sous avec AdSense avant ça. Hein. Ouais, parce qu'en plus, je crois que c'était beaucoup plus dur. Hein. Enfin, déjà, faire des vues, c'était pas la même que maintenant. Je pense que les revenus devaient être ridicules. Oui, je pense qu'il devait suffire pour m'acheter une caméra dans l'année, une petite light, un micro. Ouais. C'est tout, hein. Je me rappelle pas. Au vu de l'investissement, c'était pas l'investissement le plus rentable. Non, mais tu le fais déjà. Enfin, je le faisais passion. D'une part par passion, et d'autre part parce que, faut pas se le cacher, c'est une vitrine qui est quand même cool pour les programmes de muscu. Ouais, bien sûr. Donc, forcément, c'est ce qui m'a encouragé à continuer. Et honnêtement, c'était vraiment cool. Enfin, ça l'est toujours. Hein. Mais quand j'étais tout seul à faire ces vidéos, je me disais, trop bien, je vais publier ma vidéo, on va voir ce qu'ils en pensent. Peut-être que je vais les aider. Je regarde les commentaires pour savoir si jamais ils ont pu utiliser mon programme dans leur prochaine séance. Donc, c'était vraiment, vraiment intéressant. Je fais une mini parenthèse, mais du coup, tu as des parents qui sont arrivés en France assez jeunes. Le dernier podcast que j'ai fait, c'était le même schéma. Le début, c'était pas le même pays, il est serbe lui, mais il y a en gros ses parents, et je remarque que le schéma se répète très souvent dans ce cas-là. C'est quand les parents arrivent en France, en général, il y a une notion de travail, d'arriver dans un pays, c'est un truc assez important. Et du coup, souvent, leur inquiétude un peu d'avenir pour leur enfant, c'est qu'ils tiennent vraiment beaucoup au diplôme, tu sais, le côté école, diplôme, et d'avoir un travail assez sécurisant. Donc lui, c'était clairement le cas. Toi, tu as tes parents qui arrivent. Je l'ai dit, au début, tu fais cinéma, puis finalement, tu changes. Après, tu fais prof de sport. Une fois faire une petite aventure avec pas bodybuilding, mais dans ta catégorie, etc. Ils te voient te lancer des petits projets un peu vidéo, peut-être que je sais pas à quel point t'en parlais avec eux, mais tout ça, qu'est-ce que disent tes parents, sachant que c'est des choses tellement méconnues à l'époque, d'autant plus, comment ils voient ça? Est-ce que au début c'est un peu un défi de leur faire accepter ce que tu fais, ou en tout cas de leur faire comprendre? Comment ils réagissent à tout ça? Ils réagissent très bien, ils ont toujours été dans le soutien inconditionnel. Ok, dès le départ. Dès le départ, ils me font 100% confiance. Ça c'est. J'ai jamais entendu fais pas fac d'art plastique, fais pas master en cinéma. Ça c'est une fais chance. Pas de muscu, fais pas de. Si ma mère m'a dit prends pas de la créatine parce qu'elle savait pas ce que c'était. Ouais. c'est peut-être juste le seul avertissement que j'ai reçu. Non, là pour le coup j'ai eu des parents qui sont, je les ai toujours, qui sont très ouverts d'esprit, qui ont jamais cherché à m'imposer quoi que ce soit ou m'encourager à suivre un cursus plus classique. Toujours été dans le soutien, ils le sont toujours aujourd'hui. Alors ils doivent pas regarder beaucoup de vidéos, mais ils doivent savoir que j'en fais. Ils sont très contents de voir comment ça se passe. Ils sont pas mis au sport?
Et ils ont toujours été très actifs, tu vois. Okay. Et puis, bon, pour le coup, ils ont toujours eu des boulots qui étaient aussi très physiques. Et ce qui fait qu'ils ont toujours été très actifs, mais ils n'ont pas la salle de musculation. Mais tout ça pour dire que, non, ils ont toujours été dans le soutien. Et puis, ils sont contents de voir comment ça se passe. Du coup, sur le comment ça se passe aujourd'hui, donc en dehors de la partie YouTube, en dehors de la partie, parce que beaucoup de gens te connaissent comme ça, donc je commence par ça. Les programmes que tu proposes en ligne, il y a aussi donc une première salle de sport que tu as qui s'appelle Gymnast, qui est dédiée au coaching. Ouais. Une autre salle qui s'appelle VO2 Max, qui est des grands publics, je pense qu'on peut dire comme ça. Autant créer des programmes et la dimension sportive, c'est quelque chose que tu maîtrisais parce que tu as fait une formation et je pense que tu as surtout beaucoup creusé personnellement tous ces sujets-là. Quand tu commences à avoir une équipe, la dimension humaine, la dimension financière presque, d'investir, de devenir un entrepreneur dans la vraie définition du terme, c'est pas ce que tu as appris en BPGEPS, j'imagine. Non. Au long de D'ailleurs, je n'ai pas appris grand-chose en BPGEPS. Mais alors, ça, c'est la création d'entreprise, je peux te dire qu'on n'a pas appris ça. Mais comment, justement, se passe cette partie-là qui, du coup, n'était pas du tout la partie que tu maîtrisais au départ? Parce que même si le sport t'a beaucoup appris, c'était un peu ta sécurité. Le sport, c'était ça, ta spécificité. C'était pas de lancer une salle de sport, c'était pas gérer une équipe. Comment ça se passe au début, le lancement, et même encore aujourd'hui, tu vois, comment tu gères cette partie qui n'est pas ta spécialité initiale, quoi? C'est simple. Je transpose le bodybuilding à tout. Évidemment, grand fan d'Arnold Schwarzenegger. Ouais. Il rabâchait à tout bout de champ que... Je voulais voir à quel point tu allais le caler vite ou pas. Je l'ai pas dit tout de suite. 45 minutes. Ouais, mais t'as été bon au final. Non, mais forcément, on a tous des exemples et des mentors, entre guillemets. Je sais pas si je considérais Schwarzy comme un mentor, mais forcément, je bois un peu ses paroles. Ouais. Enfin, j'ai bu un peu ses paroles parce que ça a été une grosse influence de beaucoup de gens qui sont nés à la fin des années 80, début des années 90. Bref, tout ça pour dire que, et c'est pas le seul qui disait ça, que le bodybuilding, la musculation, c'était un peu l'école de la vie. Mais tous les sportifs disent ça, que le sport, c'est un peu l'école de la vie. Et tout ce que ça t'apprend, forcément, tu vas pouvoir le transposer à peu près à tout. Que ce soit ton business, que ce soit tes relations personnelles avec ta famille, tes amis, ta copine, ton copain ou je ne sais quoi. La muscu, ça m'a appris à être patient, ça m'a appris à être rigoureux, organisé, à me fixer des objectifs qui sont parfois ambitieux, qui sont parfois un peu moins, à ne pas être pressé. Et c'est exactement comme ça que marche la vie d'entrepreneur. Hein. Il faut être organisé, il faut être patient, il faut avoir de l'ambition. Tout ça, ça fonctionne de la même manière. Hein. Donc, c'est pour ça que la muscu, ça me plaît autant, parce que c'est pour moi l'une des meilleures formes de développement personnel qui va pouvoir être adaptée à tout. En plus, en muscu, tu apprends à prendre soin de ton corps. En prenant soin de ton corps, forcément, tu prends soin de ton esprit. Tout ça, ça a une répercussion sur ton humeur, sur ta productivité. Donc, en fait, je crois que personne n'apprend à créer des entreprises. On le fait tous un petit peu sur le tas et on le fait tous avec des erreurs et en essayant de le répéter le moins possible au fur et à mesure de son expérience. Mais je pense que avoir transposé tout ce que m'a appris la muscu à ça m'a fait beaucoup de bien. Après, je ne vais pas non plus sous-estimer l'importance de l'entourage et des rencontres. Des rencontres des personnes qui ont plus d'expérience, forcément, et puis qui vont un peu te coacher, hein, aussi simple que ça, qui vont te dire « Non, mais attends, ton entreprise, il vaut mieux qu'elle ait cette forme sociale. Ton employé, fais attention, prends-le d'abord en CDD, après tu le prends en CDI, patati patata. » Tu vois, c'est un petit peu, on apprend sur le tas. Tu parles de l'entourage, justement. Là, on parle même de tes employés, dans ce cas-là même précis. En gros, globalement, pour avoir un ordre d'idée, parce qu'on parlait des salles de sport, de YouTube, etc., c'est toujours intéressant de voir un peu comment ça s'organise. T'as des personnes que pour YouTube, comment globalement se passe ton organisation en termes d'effectifs pour arriver à gérer tous ces projets-là? Oui, il y a des personnes que pour YouTube, des personnes que pour une salle de sport, des personnes que pour l'autre salle de sport. YouTube, c'est-à-dire quels sont les postes par exemple, tu vois, qu'on comprenne un peu. Alors il y a chargé de prod, donc ça c'est ma seule employée que tu as rencontré tout à l'heure, qui t'a accueilli. Et après le reste, actuellement c'est que des freelances, donc monteurs, cadreurs, etc. Tous les postes auxquels on pourrait faire appel pour continuer la création vidéo. Sachant qu'aujourd'hui, je ne m'occupe plus du montage, chose que j'ai fait pendant bien trop longtemps. Donc forcément, ça c'est... Je connais. ça c'est délégué. Après, il y a eu des périodes où j'avais des cadreurs et des monteurs qui étaient employés. Là, aujourd'hui, j'en ai plus. Il pourra peut-être que dans 6 mois, il y en aura d'autres. Tu vois, ça fonctionne comme ça. Après, dans les 2 salles de sport, c'est un peu les mêmes postes. Tu vois, c'est des coachs qui s'occupent du bon développement de la salle. Et puis après, mes autres entreprises, je ne sais pas, il y a combien d'employés d'en avoir 2 ou 3, plus tous les prestataires, tous les freelances, pour le marketing, etc., à qui on fait appel.
Au tout début, tu m'as dit que quand tu étais particulièrement au collège, timide. Aujourd'hui, du coup, notamment dû à ce passage au million d'abonnés, enfin YouTube, je pense, a été la vraie vitrine de visibilité, en tout cas, que tu as eu. Quand on est timide, je pense que certains, pas tous, mais il y a une petite partie où on a envie d'être moins visible, tu vois. Justement, ça fait parfois, c'est dur pour certains timides d'avoir la sensation, notamment au collège, d'être le gars que personne voit. Aujourd'hui, tu as énormément de visibilité. Donc, visibilité, ça entraîne beaucoup de bienveillance, parce qu'il faut aussi quand même le dire. Ça entraîne aussi, et on voit beaucoup de youtubeurs notamment en parler, des trucs négatifs, des commentaires de haine, voire voilà, juste des commentaires négatifs, voire plus. Comment l'ancien timide, tu vois, vit ça aujourd'hui, de peut-être sortir dans la rue, d'avoir quelqu'un qui te demande une photo ou pas, même voir prendre des photos à ton insu, j'en sais rien, mais comment tu vis ça? Parce que le timide, d'un côté, il veut être peut-être plus visible quand il est jeune, mais à la fois, il veut être aussi tranquille, tu vois. La timidité, ça apporte aussi une forme de sécurité. Comment tu vis ça aujourd'hui? Déjà, timidité, c'était il y a longtemps. Hein. Ouais. Là, je vais avoir 37 ans cette année. Mais je pense qu'il y a un truc en nous. C'était il y a 25 ans. Hein. Ouais, c'était il y a 25 ans, c'est clair. C'était il y a 25 ans, donc quand j'étais jeune. Mais là, c'est l'inverse, c'est même l'opposé, tu vois. Ouais, mais ça me va bien. Ça me va bien. Effectivement, quand j'étais jeune, c'était peut-être jusqu'à 14-15 ans, tu vois. J'étais vraiment, vraiment timide. J'avais du mal à aller acheter une baguette de pain à la boulangerie, tu vois. C'était dur de demander. C'était dur de m'adresser à des inconnus. Peut-être pas 14 ans, genre peut-être plutôt 13 ans. Bref. Okay. Après, ouais. Soyons précis sur les dates. Après, ça s'est petit à petit estompé. Je pense qu'au lycée, il y avait plus une once de timidité. Et puis après, en commençant la muscu, et surtout en me mettant, en passant mon BPGEPS, qui est un diplôme où effectivement tu vas coacher, mais tu vas aussi animer des cours collectifs. Tu peux plus être timide. Ça te sort bien de ta zone de là tu peux plus être timide. Tu te transformes en animateur qui va devoir crier dans une salle où il y a 30, 40 personnes. Ça doit bien former ça. Tout le monde te regarde pendant que tu fais ton cours de cardio. Le centre de exactement. Donc timidité, plus du tout. Okay. Donc du coup aujourd'hui, je suis très à l'aise avec les gens qui me reconnaissent dans la rue, qui viennent discuter, quel que soit mon état, que je vienne de me réveiller, que je sois en vacances, que je sois au resto, au cinéma, il n'y a plus de soucis. Enfin, il n'y en a jamais eu d'ailleurs, hein, mais tu vois, ça n'a jamais été un point compliqué à gérer. Des fois, il y a des interactions qui sont un peu bizarres, mais bon, ça c'est normal. L'énorme majorité, elles sont toujours très cool. Tu as parlé d'équilibre tout à l'heure. Je trouve que dans tes vidéos, tu véhicules vraiment ce truc-là, et je parle pas de forme physique là, de quelqu'un de stable, tu vois, de posé, d'émotionnellement posé. Alors, c'est la caméra, mais je trouve que tu véhicules vraiment ce truc-là. J'imagine que le sport, même si c'est physique, apporte beaucoup, et tu l'as dit, notamment mentalement, ça stabilise, je pense, beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu mets en place dans ton quotidien pour avoir une forme de sérénité au milieu de tout ce que tu fais, quoi, de toutes tes activités? Tu vois, vu que tu véhicules vraiment ce truc stable émotionnellement, je trouve ça intéressant de comprendre un peu. Est-ce que tu fais d'autres choses? Tu as des techniques? Je sais que tu as à un moment, mais je sais pas si tu en fais encore, mais tu avais fait un peu de méditation, tu vois, tous ces trucs qui sont un peu loin de beaucoup de gens. Qu'est-ce qui contribue à cette forme de stabilité que tu as? Je pense qu'ils doivent rigoler quand ils entendent stable émotionnellement. Je sais pas s'ils entendent ce qui se passe ici, mais je suis pas sûr que. Okay. Je pense que personne n'est stable émotionnellement. Oui, en tout cas, personne n'est à 100%. Ouais. Disons que j'ai un caractère plutôt calme et posé, et ça se voit bien sur les vidéos. Et je suis exactement comme ça dans la vie. C'est-à-dire que je suis pas introverti, pas du tout. Je choisis bien mes mots. Je parle pas forcément beaucoup, tu vois. Ouais. Vraiment, ce que je dégage, en tout cas selon mon entourage, c'est vraiment du calme et un certain contrôle. Ça, 100% assumé. Et du coup, je pense que c'est plutôt lié à mon caractère parce que j'ai plus ou moins toujours été comme ça. Peut-être que ça a été exacerbé aujourd'hui par le fait que j'ai plusieurs entreprises qui nécessitent que je contrôle beaucoup de choses et qui valorisent une forme de responsabilité. Qui a une forme de responsabilité. Et je pense que tout ça, toutes ces entreprises, ça valorise un petit peu mon côté calme. Parce que ça fonctionne mieux quand je me laisse pas enflammer. Mais stable émotionnellement, il y a des jours où je suis stressé comme... il y a des semaines où je suis stressé comme jamais, des jours où je suis énervé, des jours où je doute, des jours où je fais la tronche. Donc j'ai mes états d'âme comme tout le monde. Mais après, effectivement, d'un point de vue caractère, je suis quand même calme et posé, et je pense que c'est un gros atout pour ce que je fais aujourd'hui. Dans ce que tu fais, il y a, entre guillemets, c'est un luxe de pouvoir être dans ce cadre-là, c'est que tu fais ta passion, quoi. C'est, t'as pu construire quelque chose qui te passionne vraiment. Il y a pas longtemps, beaucoup en ont parlé, il y a eu un documentaire qui est sorti de Kaizen, tu sais, de Inox. Et au tout début du documentaire, bon, lui, je pense que c'est un extrême aussi, mais on le voit, en gros, aller au travail. Quand il revient le soir tard, il enlève ses habits, il va se coucher, le lendemain, il en met d'autres. Et quand tous ses habits sont accumulés par terre et qu'il en a plus du tout, il fait une machine. Enfin, tu sens que le gars est complètement focus sur ses trucs et que, en gros, il a pas de vie sociale et que c'est un peu le bordel dans sa vie, dans l'organisation.
Toi, est-ce que tu arrives aussi, parce que ça doit pas être évident, quand tu as un projet passion comme ça, c'est une chance, et à la fois arriver à distinguer et avoir une vraie séparation entre ton projet passion, où à tout moment dans la soirée, tu peux repenser à des trucs que tu veux faire, etc., et ta vie perso, tu vois, ça peut être dur aussi, du coup, à l'inverse, même si c'est une chance, d'arriver à bien séparer et d'avoir une vie complètement distinguée de ta passion, qui est aussi ton métier. Comment tu gères, toi, les deux? Tu arrives à avoir une stabilité là-dessus? Ouais, j'utiliserai pas le mot dur, parce que je vais quand même pas me plaindre de oui, bien sûr, mais tu vois ce que je veux dire, ça peut pas être évident de... Je vois tout à fait ce que tu veux dire. Pour moi, effectivement, il y a des choses qui peuvent être perçues comme difficiles à gérer, mais je te promets que c'est un sacrifice que je fais avec grand plaisir. Parce que se lever le matin et de se dire, je vais bosser dans un truc que j'aime, qui me passionne, je vais développer mes propres entreprises, je vais bosser avec des gens qui sont agréables et qui sont déterminés comme moi, c'est une chance de fou. Ceci dit, effectivement, pour trouver l'équilibre, il m'a fallu un petit moment, parce que je pense que c'est valable pour beaucoup d'entrepreneurs. On fait beaucoup de choses tout seul au début, donc on charbonne de fou. Ce qui est OK, parce que c'est un truc qui nous passionne, donc il n'y a pas de problème, mais parfois on ne se rend même pas compte qu'on travaille beaucoup. Et du coup, effectivement, au niveau vie sociale, c'est compliqué. J'ai dû mettre bien 5-6 ans avant de trouver l'équilibre. Maintenant, étant donné que je suis un peu plus âgé, je suis bien entouré, je peux avoir des horaires de bureau, littéralement. C'est-à-dire que j'arrive ici... Aujourd'hui, en ce moment, c'est ce que tu fais en gros c'est pas en ce moment, c'est depuis quelques années. 3-4 ans. Où je vais commencer ma journée à 9h, 9h30. Je vais la finir à 16h30, 17h. C'est vraiment un emploi du temps de rêve. Alors après, en tant que chef d'entreprise, de toutes ces entreprises, dès qu'il y a un problème, forcément, c'est moi qu'on va appeler. Donc, il faut que je puisse anticiper tout ça et être prêt à n'importe quel moment, que ce soit à 8h du matin ou à 23h. Donc ça, c'est normal, ça fait partie du jeu et j'en suis très heureux. Mais aujourd'hui, j'ai bien trouvé l'équilibre qui fait que je peux être productif, je peux continuer à contribuer au développement de mes entreprises sans être le cliché de l'entrepreneur qui bosse de 8h à 23h, parce que ça, c'est pas possible. J'ai vu pas mal de podcasts de toi, et en plus pour préparer l'échange, d'autant plus là, j'en ai enchaîné pas mal d'un coup. Des podcasts que t'as, alors les deux, là on discute, ça fait quelques années que je le suis un peu naturellement, mais à l'inverse, j'ai regardé, moi j'ai enchaîné les deux d'Eric Flag, je les ai tous enchaînés d'un coup là. Je me suis fait une session à un moment de 5-6 heures de train là. J'en ai fait 2 avec Eric Flag? Ouais, 2, Je m'en souviens même plus du premier. Je te promets. Je me souviens du deuxième. Le deuxième, vous disiez que vous en aviez fait un. Ah ouais, fantastique. Ouais. Bref, j'ai enchaîné les uns après les autres. Et pas que dans les podcasts d'ailleurs, ça fait quelques temps que t'en parles, mais ce truc du cinéma quand même, t'as jamais vraiment lâché, ça se voit que t'as un vrai intérêt pour ça. Et que t'as toujours dit, en tout cas tu l'as dit à plusieurs reprises, que t'avais envie il y avait peut-être un truc dans ton avenir où t'avais envie de participer à un film. Bref, je sais pas à quel point et précisément si tu sais ton idée derrière, mais j'ai l'impression qu'il y a énormément de choses que tu as voulu faire dans ta vie pro, monter ta salle, tu l'as eu ensuite, etc. Beaucoup de choses que tu as cochées du coup. Et j'ai l'impression qu'il y a ce truc qui est pas encore coché. Mais est-ce que, parce que tu en parles depuis plusieurs mois maintenant, est-ce que c'est parce que tu sens que c'est pas forcément le bon moment? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, soit j'ai pas vu une vidéo très produite sur YouTube qui pourrait avoir un lien, soit je t'ai pas vu dans un film. Bon, c'est pas si facile que ça, c'est pas parce qu'on est youtubeur qu'on peut dire allez, invitez-moi et voilà. Mais est-ce que ça c'est un truc dans ta tête? Est-ce que tu dis que c'est pas le bon moment? Tu vois, t'en es où par rapport à ce but-là un peu long terme? J'ai l'impression. Il y a aucun monde où ça n'arrivera pas. C'est aussi simple que ça. Ça, j'y crois. Mais qu'est-ce qui fait que là je l'ai pas encore vu? Justement, en fait, je pense que beaucoup ne s'imaginent pas à quel point c'est compliqué. Et à quel point youtubeur, bon c'est cool, mais tu vas pas aller voir une boîte de prod ou un scénariste ou un réalisateur dire ouais mais moi je suis youtubeur, attends, j'ai fait une vidéo par semaine depuis 10 ans, je mérite de pouvoir réaliser quelque chose ou de pouvoir produire quelque chose ou de pouvoir jouer dans quelque chose. Si ça marche comme ça, si ça marchait comme ça se saurait. Donc non, c'est en fait je pense que avec les gens extérieurs à ce monde, il y a une petite déformation qui se fait et qui met un petit peu tout dans le même sac, tu vois. Et quand je dis déformation, je n'utilise pas ce mot de manière péjorative. C'est juste qu'on peut se dire que YouTube est associé à tout ce qui est dans l'audiovisuel, alors que c'est pas du tout le cas. Et pour ce que tu dis de voir une vidéo très produite sur YouTube, le problème des vidéos très produites, c'est que ça coûte une tonne et que jamais de la vie c'est rentabilisé avec YouTube. Jamais de la vie. Alors, dans quelques cas spécifiques, peut-être que ça peut arriver, genre Inoxtag, mais je suis même pas sûr que les revenus AdSense lui aient permis de payer sa vidéo. Je pense J'en doute beaucoup.
Et je suis même, si je pense qu'avec tous les placements de produits qu'il y a derrière et les partenariats, il a dû rentrer dans ses frais, mais ça coûte des sommes astronomiques. Ouais. Et moi, j'ai pas 500 000, 1 million d'euros. En plus, c'est l'extrême, on n'a jamais vu ça en France, donc voilà. Mais... Ouais, mais par rapport au cinéma, tu vois, ça reste pas trop cher. Oui. La vidéo, j'ai cru l'entendre dire que sa vidéo avait coûté entre 600 000 et 1 million d'euros. Ouais, même plus, je crois qu'il a dit 1 300 000. 1 300 000. Au cinéma, ça, c'est pas grand-chose. Oui. Tu vois un film genre Le Comte de Monte Cristo, ça coûte 25 millions. Donc on est dans une autre sphère. Hein. On est vraiment, vraiment dans une autre sphère. Donc il n'y a pas une seule dimension où ça n'arrive pas. Ouais. Mais j'ai jamais trouvé... je me suis jamais trouvé en retard. J'ai jamais eu la pression de me dire il faut que je le fasse le plus vite possible. Ça arrivera quand ça arrivera. Je ne sais pas quelle forme ça prendra, mais c'est toujours quelque chose qui me passionne à fond. Et voilà, on verra comment ça évolue dans le futur. Et dans le futur, c'est quoi qui arrive pour toi là ? C'est quoi les projets peut-être que tu as en tête, les choses d'avenir dans ta projection ? Là, court terme, c'est surtout les compléments alimentaires. Ok. Donc, c'est charbonner pour développer au maximum la marque, avec les prochains produits qui arrivent. Donc ça prend du temps. C'est un projet colossal, mais qui est d'une part hyper épanouissant, et d'autre part, j'espère que ça va me mener le plus loin possible avec ça. Ensuite, la chaîne YouTube, que ce soit la chaîne principale ou là où on discute, pareil, ça c'est un plaisir total de pouvoir avoir 2 formats qui sont complètement différents. Une chaîne YouTube Muscu avec des vidéos qui sont éducatives et autres, mais c'est quand même principalement éducatif. On va voir comment ça évolue de ce côté-là, mais bon, on continue à faire des vidéos assez régulièrement. Et puis les podcasts, on va voir aussi où ça mène. C'est un format un peu moins compliqué à organiser, mais qui est tout aussi enrichissant. Donc j'espère que je pourrai continuer à avoir des invités intéressants, ça j'en doute pas, et voir si le succès est rendez-vous. Mais déjà pouvoir parler avec d'autres personnes, tu vois, comme toi aujourd'hui dans un podcast, je pense que tu auras le même constat sur le tien. C'est toujours cool de rencontrer des gens, c'est tellement enrichissant. De discuter de leur parcours, de savoir un petit peu ce qui les anime, ou alors d'avoir leur avis sur leur expert, qu'ils puissent partager leur expertise. Et puis même égoïstement, je trouve que ça apporte, en dehors d'être un moment cool, moi ça m'arrive d'avoir des fois des podcasts où pendant 2-3 jours, il y a une phrase, une idée, où je sens que ça me fait écho, tu sais, ça a un vrai impact positif sur moi, et des fois on a des croyances ou des choses où c'est pas qu'on en est persuadé, mais en tout cas on a une idée précise de quelque chose, et puis on arrive avec un gars qui a une perspective tellement différente que d'un coup on se dit peut-être que, et je trouve que ça c'est tellement la richesse justement d'avoir un spectre qui s'ouvre petit à petit que je comprends bien ce que tu veux dire. Mais c'est égoïste pour moi aussi. Je le fais. Mais ça fait hyper plaisir de le partager. Mais c'est clair que égoïstement, ça apporte énormément. Mais de toute façon, si tu t'y retrouves pas toi personnellement, c'est quand même difficile de. Oui, tu le fais pas. Voilà. Ça demande tellement d'énergie, etc. Et je pense que ça se verrait. Donc là, le fait que ça apporte quelque chose à l'animateur et en plus aux personnes qui le suivent, c'est fantastique. Si là, c'était la dernière vidéo YouTube qui parle de sport, point final. Qu'est-ce que tu dirais ? Alors peut-être que c'est pas là où tu crois que je vais, mais qu'est-ce que tu dirais à ceux qui font pas de sport aujourd'hui ? Parce que toi, tu es quand même quelqu'un qui au départ faisait pas du tout de sport, puis qui est mis, et aujourd'hui c'est ton activité clairement. Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire pour les convaincre ? Si c'était le dernier espoir de convaincre des gens à se mettre au sport, qu'est-ce que tu dirais ? Tu vois, on parlait de podcast juste avant, j'ai eu une discussion assez intéressante avec Rudy Koya dans l'un de mes derniers podcasts, qui lui disait qu'on ne pouvait pas convaincre les gens. Et franchement, je suis plutôt d'accord avec lui. Parce qu'en tant que coach, ça fait un petit moment que je coach, ça fait 13 ans, un truc comme ça, bientôt 14 ans. Lui encore plus, ça fait une vingtaine d'années. On se rend bien compte que avec tous les arguments du monde, si les gens n'ont pas envie, on peut pas. C'est pas le moment, de toute façon. C'est impossible de les convaincre. Tu auras beau leur présenter toutes les preuves scientifiques, toutes les justifications nécessaires, de leur dire qu'ils vont gagner 15, 20 années d'espérance de vie, qu'ils seront mieux dans leur peau. C'est impossible de convaincre les gens. En tout cas, c'est très très difficile. Donc, pour l'instant, aujourd'hui, je me concentre plutôt sur les personnes qui ont envie de changer. Oui, je comprends. Et je suis persuadé que ces personnes-là, en changeant, tu vois, elles vont rayonner un petit peu dans leur entourage. Dans leur cercle premier degré. Exactement. Et ça, pour moi, c'est le meilleur type de conviction ou le meilleur type d'encouragement. C'est de voir quelqu'un de son entourage changer et de développer soi-même intérieurement le désir de le faire. Donc, on se concentre sur ceux qui ont envie de le faire et espérons que ce seront des merveilleux ambassadeurs pour le sport et qui puissent convaincre indirectement leur entourage de le faire. Et tu vois, après, que ce soit un peu exponentiel et tout le monde arrive à se mettre au sport. Merci beaucoup, Nassim. C'était très cool. Avec plaisir. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à donner vos avis, à commenter, partager, etc. Et aussi à suivre Nassim sur les réseaux. Je mettrai sa chaîne YouTube, etc. à l'image, là vous le voyez actuellement. Et puis nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.
À plus tout le monde. Ciao.